Donc d'abord, je suis très heureux d'être ici. Je me présente, donc je m'appelle Thomas Serval. Je suis un entrepreneur de domaine de la health tech. Avant, j'étais le patron de Google pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et en fait, j'ai ma femme qui est tombée malade. Et donc, je me suis rentré dans la donnée pour essayer de soigner les humains. Et on a des conversations continues maintenant avec le monde des vétérinaires parce que, en fait, c'est beaucoup plus dur de soigner les êtres humains que de soigner les animaux, ou pas. Mais en fait, ça l'est beaucoup plus dur d'une manière réglementaire. Donc, en fait, le problème pour les inventeurs, c'est comment on a des cycles d'invention le plus court possible, hein, et comment on évite d'avoir toute la phase réglementaire pour apprendre pas seulement à soigner les gens, mais comment on collecte la donnée, comment on l'analyse et comment on utilise cette analyse pour apprendre des choses intéressantes. Et ces cycles d'innovation très courts, c'est la clé de l'innovation parce que je vais vous parler de quelques inventions qu'on a faites. Euh, Au départ, on a des idées de ce qu'on peut faire en pensant comme un ingénieur sur la donnée ou sur une problématique que peut rencontrer un praticien. Et puis après, en fait, quand on confronte ça à l'usage au quotidien, on a totalement tort. Donc nous, on a essayé de se dire comment on pourrait faire de la prévention en santé humaine. Euh, et l'idée, c'était de se dire, voilà, il y a un endroit qui est totalement sous-utilisé, pas connecté pour des bonnes raisons. On n'a pas trop envie de se retrouver sur Internet quand on est dans sa salle de bain et dans l'intimité de sa salle de bain. Et pourtant, c'est l'endroit qui offre, au niveau des données qu'on peut capturer, des caractéristiques exceptionnelles. Vous y passez, alors, en moyenne, 1 heure par jour. Il y a des variations très importantes entre des adolescents et des enfants et des personnes qui vont sortir dans une belle soirée le soir. Euh, vous, vous êtes quasiment pris toujours sous le même point de vue. En général, vous êtes dans le plus simple appareil, ou en tout cas pas très habillé, ce qui permet de mesurer énormément de grandeur biométrique. Et donc, si on réfléchit juste à la donnée, c'est un endroit formidable. Sauf que c'est très compliqué parce que pour vous laisser rentrer, il faut que c'est le seul endroit où vous vous enfermez vous-même de votre propre conjoint, partenaire, parce que c'est vraiment un endroit d'intimité profonde. Je ne vous raconte même pas si jamais il y a les toilettes dans la salle de bain. Donc quelque part, c'est l'endroit où, objectivement, vous n'êtes pas trop prêt à laisser quelques données que ce soit être même partagées. Et pourtant, 82% des gens amènent le plus grand espion de notre génération dedans. Je vous raconte même pas, on est au-dessus de 80% sur l'utilisation sur les toilettes, mais vous amenez tous votre smartphone, dont vous avez maintenant, je pense, compris que c'est une mine d'informations, et vous pouvez même pas vous en séparer, c'est-à-dire qu'en fait, en plus, non seulement vous l'amenez, mais vous l'utilisez pour écouter de la musique, pour faire plein de choses, ou jouer, bref. Donc ça, c'est la réalité, et encore une fois, entre la beauté de la technologie et la réalité du comportement des humains, c'est un peu sur ça qu'on a essayé de réfléchir. Alors c'est pour ça que pour les animaux, il y a des conversations intéressantes, et en fait, je suis là plutôt pour essayer d'établir le dialogue entre les points communs et les différences, et peut-être s'inspirer mutuellement, sachant qu'on n'arrête pas de voir en ce moment des vétérinaires avec des idées d'objets connectés qu'on pourrait leur fabriquer, et j'aimerais bien avoir votre feedback aussi sur est-ce que c'est complètement fou ou intéressant. Euh, Bon, donc ça c'est moi en train de faire le mariole, mais essentiellement, on a créé chez Barracoda ce qu'on appelle une sorte de start-up studio où on invente des objets connectés pour la prévention et la santé. On s'est planté largement souvent, on s'est planté pour toutes les problématiques d'addiction. Essayer d'aider les gens à arrêter de fumer, c'est pas la donnée qui va vous sauver. On a réussi des choses assez sympathiques autour d'une habitude simple qui est le brossage de dents. Euh, et on a construit une sorte de culture justement d'apprentissage et de ce qu'on appelle fail fast, c'est-à-dire quelque part comment on fait pour très vite torturer une idée pour en faire éventuellement un produit, comment on fait pour une fois qu'on a cette idée, vérifier qu'elle correspond à un besoin, et une fois qu'elle correspond à un besoin, qu'elle est adoptée par les utilisateurs, et puis une fois qu'elle est adoptée par les utilisateurs, qu'elle fournit des vrais bénéfices médicaux. Alors en termes de santé humaine, maintenant on a un terme qui s'appelle DTX, Digital Therapeutics. Je ne sais pas si c'est rentré déjà dans votre. Mais on se rend compte que maintenant, on est tellement addict à ces appareils mobiles que le changement de comportement induit par ces appareils a les effets, par exemple, d'un médicament. Là, en ce moment, on a des
un DTX qui est en train de se faire autour du cycle menstruel. Et c'est un système qui mesure juste la température des femmes et qui peut savoir si c'est bébé, pas bébé, et maintenant aussi efficace que l'utilisation d'une pilule chimique. Et donc, une des tendances lourdes qui est en train d'arriver dans ce marché, c'est notre attachement à ces objets qu'on appelle wearables, etc., est en train d'avoir des impacts sur la santé mesurables cliniquement. Et cette mesure clinique va faire rentrer ces objets, ou fait rentrer ces objets, dans le cycle du remboursement. Alors, bien entendu, avec des États qui ont plus d'argent et des preuves qui sont longues à construire, c'est une discussion qui va amener probablement les évolutions dans notre domaine dans les 30 prochaines années. Et il est très probable que ce genre de dispositif, si ce n'est pas déjà le cas, parce que je vois les progrès que vous êtes en train de faire, va tomber clairement dans ces choses-là, sachant que les problématiques de remboursement sont un petit peu différentes. Donc, nous, on essaie de se dire, et c'est une vision qu'on a depuis 10 ans qui était complètement loufoque il y a 10 ans, c'est de transformer la salle de bain en premier lieu de soins et de favoriser la prévention à domicile. Alors, il y a eu un avant et après le Covid, le monde a changé, hein, vous l'avez vu, mais grosso modo, accepter une téléconsultation semblait impossible. Or, aujourd'hui, effectivement, c'est du bon sens, mais il a fallu qu'il y ait ce choc qui arrive. C'est vrai que quand on est malade et qu'on tousse, aller dans une salle d'attente d'un médecin ou dans une salle d'urgence d'un hôpital, c'est une hérésie. C'est une hérésie parce qu'on présente un risque pour soi-même et pour les autres. Et donc, quelque part, si on pouvait le faire de la maison, ça serait beaucoup mieux. Et donc, quelque part, là, c'est assez intéressant parce que on a les moyens technologiques de le faire, mais il y avait sociologiquement un vrai blocage entre les professionnels de santé, les habitudes. Voilà, il fallait aller à l'hôpital ou voir le docteur quand ça n'allait pas. On travaille en ce moment avec des professionnels de la santé à domicile, de la téléconsultation. En moyenne, 90% des appels peuvent être traités sans une visite d'un professionnel de santé par un questionnaire. Et si vous avez la chance d'avoir 2 wearables qu'on est en train de fabriquer, donc 2 mesures, je ne peux pas vous dire lesquelles parce que c'est un peu secret encore, on va passer de 90% des appels traités à 98% des appels traités sans avoir à se déplacer. Et donc ça, c'est assez intéressant et ça pourrait inspirer peut-être aussi, alléger, on va dire, une partie des visites dans vos cabinets si c'est un des problèmes que vous avez. En tout cas, comme vous le savez, dans la santé humaine, malheureusement, la démographie ne ment pas. On a de plus en plus de gens âgés et qui portent ou des maladies et de moins en moins de médecins formés capables de leur donner le temps dont ils ont besoin. Le deuxième élément, et qui reprend énormément des choses que vous avez commencé à aborder ici, c'est qu'on peut repenser la médecine par série temporelle. Si on regarde ce qu'est la médecine moderne aujourd'hui, vous faites un bilan, une photo, quand vous allez chez le médecin. Or, la plupart des maladies, heureusement, n'arrivent pas du jour au lendemain, mais sont souvent une évolution d'un certain nombre de grandeurs que vous n'observez pas, parce que vous n'aviez pas les moyens de les observer. Alors comme il y a de la chimie en plus, c'est un équilibre instable qui évolue lentement au cours du temps et qui dépend de l'heure de la mesure, de ce que vous avez fait avant, etc. Mais effectivement, cette logique de bilan, il est utile, mais elle est peut-être sous-optimale par rapport au suivi d'un certain nombre de grandeurs. Il y en a 2-3 dont on sait qu'elles sont très explicites. L'évolution du poids, qui est une des données les plus importantes en termes de prédiction de votre état de santé. Vous savez peut-être, les assureurs peuvent calculer votre espérance de vie à 5% près en juste prenant ce qu'on appelle l'IMC. Hein. C'est horriblement efficace sur des populations larges. C'est pour ça qu'on vous demande... Voilà. Et puis si vous voulez, prenez 3 autres facteurs de risque. Vous fumez, vous dormez... et vous marchez, et avec ça, vous êtes capable d'avoir une estimation à 1% près de l'espérance de vie d'un individu dans un pays évolué. Donc, si on traite ce problème au niveau de la population, si on pouvait suivre ne serait-ce que ces 3 grandeurs, on pourrait avoir une très très bonne estimation des risques des populations et utiliser ça pour savoir qui a besoin d'aller faire une visite médicale ou pas. Donc c'est ce qu'on appelle, nous, la médecine longitudinale. C'est une médecine à créer, puisque quelque part, les séries temporelles arrivent. Les outils de remontée d'informations
des systèmes hospitaliers sont en train de normaliser avec des normes qu'on appelle FHIR, etc. Et donc, quelque part, on peut s'attendre dans les 20 prochaines années. On le voit maintenant dans une nouvelle activité qu'on appelle la longévité, qui est la prévention qui porte un nom plus marketing parce que c'est positif, la longévité, alors que la prévention, c'est négatif. Le marketing, c'est important aussi. On est en train de voir que ça devient une activité et un domaine qui va se développer très vite. Je pense qu'il y a d'énormes synergies ou éléments identiques. La question, c'est effectivement quelles sont les données qu'on voudrait mesurer, à quelle fréquence, comment, de chez soi. Donc, là, vous découvrez ma famille, sauf ma femme. Puisque quelque part, c'est un business familial. Donc moi, j'avais des enfants qui se brossaient pas les dents, et pour faire rentrer la mesure de la santé au quotidien, on a dit, on va prendre les objets du quotidien, on va leur ajouter un petit quelque chose en plus, et pour éviter de faire quelque chose qui est très difficile, c'est rajouter un nouvel objet dans une maison, vous le savez peut-être, mais alors ça s'appelle le WOF en termes marketing, le Woman Acceptance Factor, c'est les femmes qui décident des objets qui restent ou qui partent. C'est comme ça dans des foyers occidentaux. Grosso modo, il faut trouver des objets qui ne vont pas être foutus dehors parce que ça fait trop gadget. Et donc, ça a l'air anecdotique, mais faire trop gadget, c'est la sentence de mort de n'importe quel objet. C'est ce qui fait la différence. Et c'est pour ça que vous portez plutôt des montres que des trackers, parce que vous avez déjà l'habitude d'utiliser une montre et qu'on cache des nouvelles fonctions dans votre montre. Et c'est pour ça que nous, on invente des brosses à dents intelligentes, des miroirs intelligents, des tapis de bain intelligents, pour que, grosso modo, vous savez, même si ça ne marche pas, comment les utiliser. Et ça, on se rend compte assez fortement qu'accepter un nouvel objet, c'est très difficile. Surtout qu'il y en a un qui est un trou noir en matière d'adoption, qui est cette horreur. C'est-à-dire que dès que vous avez un nouvel objet qui peut rentrer dans le téléphone, soyez sûr qu'il rentrera dans le téléphone. Il y avait avant un dictaphone, une caméra, un appareil photo, tout ça, c'est ça. Et tout appareil qui peut être dans votre téléphone sera dans votre téléphone. C'est intéressant parce que votre téléphone est devenu le premier outil pour mesurer votre santé au quotidien, puisque vous le savez peut-être ou pas. Il mesure déjà le nombre de pas que vous faites, il mesure déjà d'une manière implicite vos horaires de sommeil, il mesure déjà votre réveil, parce qu'il fait souvent réveil matin, etc., etc. Et il mesure un nombre de choses insoupçonnées et de plus en plus importantes. Le deuxième élément qui est important, c'est que, en fait, nous, on s'intéresse à la prévention et le mieux, c'est quand même de ne pas tomber malade. Alors, il faut savoir que pas tomber malade, il n'y a pas de business model. Si vous vendez des médicaments, vous gagnez des sous. Si vous êtes malade, vous prenez des médicaments, vous gagnez des sous. Si vous vendez des soins, vous gagnez des sous. Mais si on vous maintient en bonne santé, il n'y a personne qui gagne de sous. D'accord ? Et ça, c'est un problème. C'est un problème dans nos sociétés occidentales. Alors, ce n'est pas le problème en Chine, parce qu'en Chine et dans tous les pays qui n'ont pas assez de médecins, parce que quelque part, on nous fait faire toutes ces... Mais dans la plupart des pays occidentaux, le modèle économique, il est basé, et le modèle économique est essentiel, parce qu'à la fin de la journée, il faut quand même... il est basé sur soigner les gens malades. Donc, j'ai écrit un bouquin que je me ferai le plaisir de vous offrir, qui s'appelle « Soignons les gens en bonne santé ». Et cette logique de la prévention, elle reste un problème économique fondamental de l'intégration des nouvelles technologies en ce moment chez nous. Alors, il faut donc utiliser des modèles ou des technologies qui coûtent pas cher, et donc le digital c'est formidable parce que quelque part c'est un coût fixe, et puis une fois que vous avez dépensé le coût fixe et que vous avez utilisé des appareils comme cela, que vous avez déjà payé pour autre chose, et ben ils sont utilisables. Donc quelque part, la prévention en santé à l'échelle d'une population, elle viendra de la diffusion des appareils technologiques type smartphone et de la création de bonnes habitudes. Alors, il y a une étude assez impressionnante de l'OMS qui dit que si vous vous lavez les mains 7 fois par jour, 90% des maladies dans le monde disparaîtraient. Alors, si vous vous rendez compte de la magnitude de ce que ça veut dire que le meilleur médicament, ça s'appelle l'eau, le savon et la régularité, l'habitude de le faire. On vit depuis le 19e siècle dans une civilisation qui est de dire, vous inquiétez pas, d'abord les germes, on les a tués, on a des vaccins pour éviter que vous tombiez malade sur ce qui est très grave, et donc vous vous rendez compte qu'il faut qu'il y ait un truc type le Covid, où on se rend compte qu'on n'a plus de mal, pour vous rappeler les fameux gestes barrières, se laver les mains, et ça c'est grosso modo un des éléments fondamentaux sur lesquels on essaie de travailler, c'est la création de bonnes habitudes. Et donc, en fait, ce que notre plateforme a créé, c'est une plateforme technologique. Elle remonte la donnée.
et elle permet d'utiliser les derniers savoir-faire de sciences de comportement pour créer de bonnes habitudes. Alors ça marche moyen pour l'animal, même si je suis sûr qu'on peut faire des choses aussi, mais l'esprit humain a 81 manières d'être influencé ou motivé. Ça a été une étude qui a été faite par l'Université de Londres. Donc on sait maintenant assez bien nous manipuler. Alors vous le savez, hein, ça s'appelait Cambridge Analytica et ça fait le Brexit. On sait maintenant très très bien nous manipuler, et quand vous êtes aujourd'hui addict à je ne sais quel jeu vidéo ou vous cliquez, etc., on sait totalement transformer les différents stimuli de l'animal humain en clics et actions, etc. Et donc nous, on a créé une plateforme qu'on appelle Tech for Good, hein, qui utilise tous ces petits trucs. Alors je vous en donne deux, trois, hein. Le premier, c'est Little Victory, faire un petit truc tous les jours, et plus vous le faites de suite, plus vous gagnez des choses. Enfin, vous l'avez. Le deuxième, c'est de voir qui répond favorablement à des données scientifiques. Donc, par exemple, il y a des gens qui répondent, il y a 20% des gens qui répondent favorablement à un élément d'autorité, en vous disant le docteur a dit, donc je fais. L'essentiel ne répond pas favorablement à le docteur a dit, ma maman a dit, etc. Plutôt très négativement. Encore une fois, les ados, c'est ce qu'il y a de pire. La deuxième chose qui marche assez bien, c'est le contrôle social. C'est-à-dire que si je vous dis arrêtez de fumer, si vous dites à tous vos amis et que vous êtes le patron d'une multinationale j'arrête de fumer, le fait que vous rompiez votre engagement, là, ça a un impact sur votre vie sociale, la croyance que vos amis vont avoir envers vous. Les gens qui sont les plus éloignés de la prévention sont en général les gens qui ont les plus bas revenus, et pour lesquels, par exemple, on voit que si on leur donne 5 euros par jour à chaque fois qu'ils font 10 000 pas, ils le font. Donc, chacun a ses motivations, et ces motivations sont... Et alors, ce qui est assez beau, c'est que, et je vais en revenir dans quelques instants, les modèles d'intelligence artificielle qui ont été développés notamment autour des langages, ce qu'on appelle les large language models, en fait, sont assez bons pour capturer les différents stimuli qui vous font changer de comportement. Voire, ils sont parfaitement adaptés à ça, et je vais en parler dans l'un des produits qu'on a sorti. Alors, pour rendre ça un peu concret, donc on est 200 personnes, on a investi dans cette fameuse plateforme qui s'appelle BeConnect, qui permet de fabriquer très vite des objets connectés. Donc en quelques semaines, on peut fabriquer des colliers comme ce que vous avez présenté, ou remonter de l'information. On ne sait absolument pas ce que ça veut dire, hein. C'est pour ça qu'on a besoin de gens comme vous. Mais par contre, on sait très très facilement intégrer différents capteurs. Et donc les trucs qu'on sait faire, c'est le premier partie, ça s'appelle Camera Based Intelligence. Grosso modo, chaque année, la même caméra quasiment, de votre téléphone ou de votre... est de plus en plus intelligente. Avec la même caméra, vous êtes capable de comprendre de plus en plus de choses. Alors il y a deux types de caméras, il y a une caméra en 2D et en 3D, mais avec juste 2 dimensions, on est capable de repérer l'usage d'un objet par rapport à un autre. On est capable de repérer si on appuie ou pas sur la peau, donc la mise en place de gestes, et c'est juste une caméra 2D, hein. On est capable de repérer aussi votre rythme cardiaque, on est capable de repérer la partie respiratoire. Et donc ce qu'on peut faire avec une caméra, et il faut juste se dire que c'est une tendance longue, hein, et c'est encore mieux que ce que sait faire l'œil humain. On le voit déjà sur la détection du mélanome. Une caméra aujourd'hui est capable de mieux détecter et de différencier un mélanome. On sait détecter tout ce qui est physique et mécanique, hein, du corps humain. Ça, c'est bien connu depuis Kinect, pour ceux qui se souviennent de ces petits jeux. Les jeux vidéo, c'est une source d'inspiration forte sur ce qu'on peut faire ou pas. On a aussi des produits qui ressemblent à ce que vous avez montré là avec le coussin. On a fabriqué des tapis de pression, et à partir des tapis de pression, on peut repérer le pied, mais aussi celui d'un animal, pour repérer quel animal est quel animal, hein. L'analyse de la trace qui est utilisée dans la neige, on sait le faire maintenant avec des matrices. C'est un objet dont je vais vous parler. Et donc on peut faire de la catégorie sur pression. À partir de la pression, on peut inférer toute la mécanique du corps humain. On sait aussi repérer les problématiques de la peau. Et d'une manière générale, pour ceux qui ont fait des mathématiques, en fait tout ça c'est des matrices à de multiples dimensions, et on peut prendre des données dans plein d'univers différents et faire une représentation unique du corps humain et de l'évolution au cours du temps. Ça, nous, on ne sait pas le faire, on va dire visuellement, mais ça représente... Enfin, vous avez des versions simples de ça dans la version cardiaque, mais
on a une représentation digitale du corps humain, on appelle ça digital twin, qui maintenant est d'une richesse absolue. On ne sait pas encore l'interpréter, mais on sait la capturer. Je vais probablement vous éviter la démo, mais ce qu'on a créé avec cette plateforme qu'on appelle BeConnect, alors notre problématique c'était de fabriquer une brosse à dents qui servait à bien se brosser les dents. Et je vais vous montrer ça après. Donc, un exemple de ce qu'on peut faire avec une caméra et une brosse à dents. On a pris une brosse à dents et on sait que les enfants ils adorent jouer à des jeux vidéo. Donc on a transformé la brosse à dents en un joystick de jeu vidéo. On a demandé à l'enfant de se brosser les dents et quand il utilise le téléphone comme un miroir, on sait repérer où est-ce qu'il a été dans sa bouche. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec un bout de plastique, je sais repérer en 3 dimensions la position d'une brosse à dents dans la bouche, donc dans une partie cachée. Je sais où est-ce qu'elle est par rapport à... Et je sais induire un comportement en donnant une boucle de rétroaction qui fait qu'à chaque fois qu'il fait bien, il gagne des points et il continue à faire le jeu. Ça, on a rajouté de la réalité augmentée parce que c'est plus marrant. Et ça a été un succès absolu. C'est-à-dire 1 million de trucs vendus, 10 000 vendus en 10 minutes en Chine. Mais c'est pas la partie succès commercial qui est important. Ça s'est vendu sur la marque Colgate, pas du tout en France d'ailleurs. Mais grosso modo, au bout de 6 mois, vous enlevez le jeu, l'habitude est prise par l'enfant. Donc en termes de santé publique, le jeu fait changer le comportement, mesure l'amélioration, et vous savez que quand un enfant avec une bonne hygiène bucco-dentaire, c'est 10 ans d'espérance de vie pour l'adulte en plus. Donc ça veut dire qu'il y a un chantier absolument incroyable de ce qu'on peut faire. Deuxième élément qui va plus vous toucher dans votre métier, alors je ne sais pas pourquoi, les gens ne se pèsent pas assez. Pareil pour les animaux. Alors pour 2 raisons. Un, parce qu'il faut aller sur la balance et monter dessus. Et les salles de bain sont petites en Europe, donc déjà la balance elle est souvent planquée quelque part. La deuxième chose est plus psychologique. Alors je vais répondre que pour les femmes, je n'ai pas les statistiques pour les hommes, mais malheureusement c'est probablement la même chose. 60% des femmes ne se pèsent pas parce qu'elles vont être déprimées quand elles verront le résultat. Alors que, et ça c'est un élément qui va vous rassurer, les balances du commerce sont précises à 1% près, donc toute variation du poids de 1% n'est absolument pas une information cliniquement utile. Donc ça ne sert à rien de se déprimer pour rien et d'avoir peur de ça. Par contre, l'évolution sur longue période du poids, c'est une des meilleures, ce que je disais tout à l'heure, une des meilleures informations sur la santé, puisqu'on peut détecter des problèmes cardiaques, on peut détecter, au-delà de ça, des problèmes neurodégénératifs avec l'évolution du centre de gravité. Et le nombre de choses qu'on peut détecter, nous, maintenant, c'est détecter le risque de chute pour les personnes âgées. Et donc, comment on l'a fait? On a planqué, dans un tapis de bain, on a planqué une surface nouvelle qui mesure la pression, donc ce qu'on appelle un tapis de pression, et on a votre poids et la répartition de ce poids. Une des idées qui est ressortie de nos conversations avec votre profession, c'est qu'on pourrait mettre ça dans un truc et faire en sorte que l'angoisse qu'a l'animal d'être pesé soit immédiatement enlevée, puisque quelque part, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Alors, le biais de mesure, je parlais du bilan au départ, il est hyper important, parce que nous, on travaille beaucoup aujourd'hui sur la stabilité des personnes âgées et le risque de chute. La chute, c'est une maladie, et elle arrive quand il y a un certain nombre de mécanismes, soit neurodégénératifs, soit liés au vieillissement, qui ne marchent plus, ou qui marchent moins bien, ce qui fait que ce qui devait vous rattraper quand vous êtes en train de tomber, vous rattrape plus et vous tombez. Et quand on demande à quelqu'un qui a un risque de chute, notamment une personne âgée, d'aller chez le médecin qui va faire de la stabilimétrie, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter sur la balance, mais comme il va être dans l'état d'esprit d'être mesuré, il va y avoir ce qu'on appelle un biais de mesure, c'est-à-dire qu'il va se concentrer pour être stable. Donc en fait, le vrai truc qui lui arrive et qu'on devrait voir, on ne le voit pas. Alors, ou en tout cas, on le voit moins bien, et donc quelque part, la chute arrive avec plus de certitude. Ça, c'est des sujets assez intéressants sur la mesure et le fait de la médecine longitudinale, c'est comment on fait pour éliminer ce biais de mesure et faire de la mesure au cours du temps et non pas de la mesure à un moment donné.
On a sorti au CES de Las Vegas. Alors, Barracuda est une des sociétés qui a eu le plus de... Enfin, je pense que, avec nos amis de WeSings, qui sont les cousins de Invoxia, on est la société qui a eu le plus de awards au CES à Las Vegas. Je crois on s'intéresse de plus en plus à des miroirs intelligents. Alors, un miroir intelligent, c'est une caméra avec un écran. Hein. C'est pas très intelligent de côté miroir intelligent. Ce qui est intéressant, c'est le logiciel qui tourne à l'intérieur. Et on a essayé de répondre à un problème de santé publique qui est la petite déprime du matin. 25% des gens ont un petit moment, il fait gris, on se lève, il faut se lever, aller travailler, c'est chiant. Voilà. Si on mettait un psy derrière chacun de ces 25% de la population, alors là, c'est pas qu'on n'aurait pas assez de médecins, c'est qu'on n'aurait même pas assez d'adultes réveillés au moment où on a ce petit moment où on aurait besoin de faire ça. Donc ça, c'est un moment génial pour la technologie pour prendre le relais, pour faire un petit tri entre le mec qui est suicidaire, il faut appeler les secours, ou le petit moment de lassitude. Et donc, avec ce miroir intelligent, on s'est amusé à créer un produit qui s'appelle BeMind, qui vous demande comment vous allez. Et on va regarder 3 choses. On va regarder d'abord ce que vous répondez. Donc, je vais bien. En général, quand on vous demande how are you today, même si vous n'allez pas bien, vous répondez I'm great. C'est un mensonge social. Et en plus, biais cognitif, si vous faites de l'intelligence artificielle, on ment encore plus aux machines qu'on ment aux êtres humains. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de leur faire de la peine. C'est hallucinant, mais c'est vrai. Et ça fait partie des faiblesses quand vous faites de l'intelligence artificielle, de dire aux gens, surtout, dites la vérité, ne soyez pas polis. Et c'est pour ça que quand vous entraînez des modèles d'intelligence artificielle, vous avez des vrais problèmes quand vous demandez sans filtre comment les gens évaluent la performance de l'appareil. Donc, on vous demande comment vous allez. Et donc, on va faire de ce qu'on appelle du speech to text, on va transformer ça donc, je vais bien. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va écouter votre ton. Et donc, quelque part, je vais bien, c'est pas qu'on va bien. Mais la machine, si elle écoutait que le texte, qui est très faible, elle ne saurait pas. Donc, on va écouter le rythme et le son. Et la troisième chose, ça va regarder votre posture, comment vous êtes. Et en fait, ces 3 choses-là, c'est 3 langages. Comme il y a un langage des signes. Et les gens, quand ils pensent large language model, hein, qui est un peu le grand... En fait, ils ne pensent pas que en fait, le langage, il va bien au-delà de ça. Et en fait, ce qu'on est en train de faire avec BeMind, et c'est ce qu'on voudrait faire dans le domaine vétérinaire, c'est de pouvoir extraire du comportement et de l'ensemble des signaux un langage qui nous permettrait, qui permettrait à l'animal, c'est pour ça que je suis là, de nous parler dans des termes qu'on peut comprendre pour lui dire quel est son état de santé, essentiellement. Parce que c'est ce qu'il ne peut pas communiquer par rapport à un être humain. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que technologiquement, on est en train d'être très très près de ça. Ce qui manque, c'est une collaboration active entre des gens comme vous, qui êtes les sachants, et des gens comme nous, qui avons, on va dire, les grandes antennes pour tout mesurer. Et moi, j'ouvre le banc sur la capacité ou la possibilité de travailler avec une communauté comme la vôtre autour de construire cet ensemble de données, cette vérité. Et donc, en fait, à partir de ça, de ces 3 éléments de langage, on vous met dans 10 catégories et on vous propose soit un peu de méditation, soit un appel au 911, parce que c'était aux États-Unis, pour régler vos problèmes. Et donc, c'est ce que je suis en train de... Il n'y a aucune raison que ce que je vous ai démontré sur BeMind ne soit pas extensible à l'analyse multifactorielle du comportement d'un animal. Par contre, la difficulté, c'est de trouver les points intéressants et d'en tirer des leçons. Un exemple sur lequel on est en train de réfléchir, c'est les problèmes rénaux pour le chat. En fait, quand le chat a des problèmes rénaux, je répète ce qu'on m'a dit, hein, donc vous me corrigez, je ne suis pas du tout spécialisé du tout, donc honte à moi sur grosso modo. Il a une posture tout à fait particulière quand il urine. Et donc juste avec une caméra ou un petit tapis ou quelque chose comme ça, on pourrait repérer ça sans avoir besoin d'aller immédiatement chez un vétérinaire. Alors je vous montre 2-3 trucs qu'on a fait qui vous peuvent illustrer des choses que vous connaissez peut-être bien. Ça c'est le suppositoire, enfin le bolus, là, le truc qu'on met, on a mis ça dans 1 million de vaches. Pour éviter de les vacciner, je crois que c'est ça quelque chose qui... Alors ce qui est intéressant, c'est que on est capable de déployer maintenant et de connecter, et ça c'est aussi une manière de réfléchir à l'échelle d'une population, ces appareils et de remonter de l'information à l'échelle de tout un pays. Hein. Ça c'est sur les vaches américaines. Voilà. Ça c'est des exemples de choses qu'on a fait.
Pour conclure, parce qu'en fait, je sais que vous voulez aller à vos ateliers, et puis je voulais surtout avoir un moment d'échange. En fait, ça fait 5 ans qu'on essaie de tourner autour de ce qu'on pourrait faire pour les animaux d'une manière un peu révolutionnaire. Et il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle ces large language models. Alors, en fait, il y a 2 familles de large language models. Il y a ceux que vous connaissez un petit peu, ChatGPT, etc. Sauf qu'ils ont des petits problèmes qu'on appelle des problèmes de créativité ou d'inventivité. C'est quelque part... qu'est-ce qui connaît les large language models, juste pour voir... Bon. Pour vous donner l'intuition de ce que ça fait un large language model, c'est comme quand vous jouez au Scrabble et que vous avez des mots crédibles. Vous mettez 7 lettres, et vous savez, parfois, il y a des mots avec des W, des X, etc. Et ça sonne français. Bah, voilà. Ce que fait un large language model, c'est qu'il est capable de statistiquement, alors il n'utilise pas des mots, il utilise ce qu'on appelle des tokens, statistiquement, il sait faire des choses super crédibles. Donc en fait, c'est très difficile de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Par contre, il est capable et c'est là où il y a une vraie révolution, il est capable de faire des interfaces beaucoup plus intelligentes en intégrant, ce que je vous expliquais tout à l'heure, beaucoup de sources de données pour se faire une représentation du monde. Donc, il ne sait pas faire de diagnostic du tout, et il ne faut pas le laisser faire, parce qu'il peut être très très créatif. Par contre, il sait comprendre plein de signaux en entrée. Donc nous, on utilise des large language models, ou leur version qu'on appelle les small language models, qui sont des appareils qui restent en local, parce que personne ne veut personne ne veut savoir que je suis déprimé ce matin, donc on ne laisse pas la donnée sortir. Donc la différence entre le small et le large, il va vous envoyer tout dans le cloud chez Google ou chez OpenAI, et le small, il va tout faire sur le téléphone ou sur la tablette. Le small est quand même beaucoup plus intelligent qu'on peut le penser. Hein. Je vais vous donner juste un ordre de grandeur. Nous, on a entraîné donc, sur notre petit miroir qui était un small language model, on lui a appris tout Wikipédia. C'est pas mal, Wikipédia. En fait, Wikipédia en texte, c'est 21 gigas. Vous avez tous des disques durs beaucoup plus gros que ça. Donc en fait, connaître toute la connaissance de l'humanité et le mettre dans un... C'est possible, c'est ça qui est intéressant. Alors, c'est la connaissance, mais c'est pas l'intelligence. Et c'est ça qui est très important. L'intelligence, c'est de savoir quoi faire de cette donnée, il ne saura pas le faire. Et donc en fait, ce que nous, on est en train de faire, c'est de mélanger ça avec ce qu'on appelle du RAG, ça c'est un autre mot-clé qu'il faut connaître, qui grosso modo veut dire de la requête dans une base de données, et il faut des bases de connaissances. Et donc en fait, le moment où en fait, cette conversation qu'on est en train d'avoir est assez passionnante, c'est on va avoir des représentations digitales de l'être humain ou de l'animal qui vont être de plus en plus larges sur des données, sur des durées, donc ça va être passionnant, mais il va falloir le lier à des bases de connaissances, et cette base de connaissances, elle ne va pas être inventée en ayant lu tous les bouquins de médecine, c'est ce que c'est faire mais en ayant une sorte d'arbre de connaissances, de système expert, qui est la vieille intelligence artificielle, et ça c'est vous qui l'avez. Et ce dialogue va faire des trucs intelligents ou des trucs débiles, va faire des choses acceptées par la population ou refusées par la population, et le faire bien ou le faire mal va dépendre à peu près de la pérennité d'un certain nombre de fonctions et de métiers dans les 20 prochaines années. La France a la chance d'être parmi les pays pionniers, mais si on ne fait pas ça bien, on va pas très bien finir. Donc, une de nos dernières inventions, c'est le dernier pain point qu'on a vu sur les objets connectés. Qu'est-ce qu'il y a un wearable, une montre connectée ici? Voilà, c'est à peu près 15% de la population, vous êtes à peu près représentatif. La plupart, qu'est-ce qu'on a acheté une? En général, il y en a plutôt le double. Alors pourquoi les gens ne la portent plus? Parce que il n'y a plus de batterie. En fait, au bout de 2 jours, pour les anneaux, c'est 5 jours, il n'y a plus de batterie. Si vous regardez vos fameux colliers animaux, leur durée de vie, s'il y a la localisation, c'est 2 jours, pour les bons, ou sinon ils ressemblent à des trucs tellement... au truc du GIGN, là, tellement warrior, que si vous avez un animal de compagnie, vous allez pas du tout... vous allez soit l'étrangler, soit complètement... Donc en fait, on a inventé un produit que j'ai malheureusement pas apporté, qui s'appelle BeHeart, qui est capable de prendre l'énergie du corps humain. Le corps humain produit 60 watts par an, et de l'utiliser avec des panneaux solaires pour utiliser le gradient de température pour se recharger lui-même. Donc ça, c'est vachement bien. Ça veut dire qu'on a... alors, c'est pas l'énergie absolue, parce que quelque part, il faut quand même que le corps humain ou le corps de l'animal, il chauffe. Hein. Mais s'il y a un gradient de température suffisant
et ben, en fait, il est capable de faire fonctionner 3 capteurs, un capteur de température, un capteur de HRV, donc variabilité cardiaque, et un capteur d'activité. Alors si on a la chance en plus que le chien ou le chat gambade largement dans la campagne et dehors, alors là, on peut le repérer. Et donc en fait, on est en train de travailler sur la mise en place de systèmes qui n'ont plus besoin d'être rechargés pour avoir une continuité de la mesure avec une fréquence qu'il faudra déterminer. Mesurer toutes les secondes une information, c'est pas utile, c'est une conversation qu'on veut avoir avec des praticiens comme vous. Et ça, c'est assez révolutionnaire. Vous couplez ça avec, je sais pas, en milieu urbain, avec les fameux tags qui sont maintenant des technologies qui dépendent de la densité d'appareils connectés autour de vous. Et on arrive à avoir des systèmes de localisation. Et donc c'est ça qu'on va... Alors je ne veux pas qu'il y ait trop de concurrents dans la salle, mais c'est ça qu'on va probablement annoncer dans les prochains mois. Et sur ça, on est hyper intéressé. Alors je vais vous raconter comment est née la brosse à dents pour conclure. Ma fille se brossait pas les dents, j'avais un dentiste et il m'engueulait tous les jours en me disant j'étais vraiment un père. Donc j'ai inventé cette brosse à dents pour savoir si ma fille se brossait bien les dents et transformer ça en un jeu vidéo. Sauf que quand vous voulez faire du hardware en France, faire une brosse à dents et trouver des sous ça marche jamais. D'accord ? L'historique, c'est un cimetière. Nous, on est la seule boîte quasiment du hardware en France qui a gagné de l'argent et qui est encore là. Sans avoir à lever des fonds, non. Je ne vais pas donner d'autres noms, mais les autres, c'est vraiment un cimetière. Vous connaissez peut-être plus les noms, mais les plus gros inventeurs du monde des objets connectés, je me souviens peut-être d'un truc qui s'appelait un lapin connecté. Très, très successful. Bon, ça, c'est une catastrophe. Et je ne vais pas donner les noms des concurrents qui sont morts, parce que c'est pas sympa. Mais grosso modo, le hardware en France, il faut oublier. En tout cas, c'est très compliqué. Et donc, quand je suis allé voir mon dentiste en lui disant, écoute, j'ai trouvé je sais faire une brosse à dents connectée, mais j'ai besoin d'1 million pour la financer et personne ne veut me financer parce que je ne suis pas chinois. Parce qu'en fait, en Chine, il y a 200 fabricants de brosses à dents. Ça, c'est des problèmes de souveraineté. Il dit, mais attends, ton truc, ça va changer mon métier. Et donc, il a réuni, j'ai la chance, je sais pas, un dentiste qui coûte trop cher, mais qui était aussi le président de l'association des dentistes formés aux États-Unis. Et il a fait une session comme celle-là. Et il a dit, ce truc-là, si ça existe, ça va changer notre profession. Donc j'ai présenté ma brosse à dents, et à la fin, il y avait 20 dentistes qui sont devenus les actionnaires de Colibri. Et c'est comme ça qu'on est né. Et c'est pas un call for action, mais en tout cas, si vous voulez que votre profession change d'une manière dramatique et que les objets dont vous avez besoin soient créés, et que vous attendez que des fournisseurs vous fournissent ce dont vous avez besoin, vous allez avoir des produits qui ne correspondent pas exactement aux besoins, fabriqués en Chine, et probablement où les données et la valeur ajoutée sera capturée par des sociétés multinationales qui ne seront pas en France. Et donc, je vous le dis parce que je l'ai vu dans la brosse à dents. J'espère, alors on connaît très bien les gens d'Invoxia, j'espère que ça va pas se passer, mais le schéma est à peu près le même. Et on est dans un de ces moments, et j'ai eu à peu près une dizaine de demandes aujourd'hui de vétérinaires divers et variés, d'industriels, de la nourriture animale, d'assureurs pour les animaux qui sont en train de nous demander de fabriquer ces fameux devices. Donc voilà, je laisse et je conclus mon intervention sur le fait que vous êtes probablement la communauté qui a le plus de compétences sur ces domaines-là, et que si vous ne participez pas activement à la création, au développement des appareils qui vous permettront de changer votre métier, quelqu'un d'autre le changera au bénéfice de tiers. Merci beaucoup.